Nous sommes au Musée des montagnes sardes à Arezzo et nous sommes ici pour présenter l'exposition de l'Association des traces historiques Impronte d'Historia. C'est la partie dédiée à la forge pour la fonte du bronze. En gros, nous sommes entre la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer. Les différentes pièces présentes ici suffisent pour pouvoir fondre le métal et dans cette période chronologique. Nous avons les deux soufflets sur le côté qui fonctionnent alternativement. Donc, quand l'un se gonfle pour souffler l'air, l'autre se décharge, et l'inverse, ce qui rend le flux d'air continu. Les deux soufflets qui possèdent des valves spéciales permettant de se gonfler manuellement, des soupapes simples en cuir, sont reliés par ce higia en cuir qui peut aussi être fabriqué en bois creux et ils sont reliés à cette forme céramique en forme de L appelée tuyere. Le tuyere peut avoir différentes formes, directement avec celle-ci qui dérive des formes observées par exemple dans les cultures de terra maricole du nord de l'Italie ou déjà avec e-in dans le même objet, les deux canaux en forme de higgan qui proviennent des deux soufflets différents. Quant aux sards, les seuls tuieras connus sont deux tuieras trouvés dans des sépultures de la fin de l'âge du cuivre, du début de l'âge du bronze du nord de la Sardaigne, la nécropole d'Angelu Ruju à Alghero, et qui ont une forme très simple. Ce sont de simples cônes creux, la partie plus étroite faisant face au feu et la partie plus large s'insérant probablement dans un objet en bois creux qui était ensuite fixé au soufflet. Évidemment, le fait que les deux tuyaux soient unis dans une seule buse, comme dans ce cas, implique qu'il y a d'abord quelque chose qui les relie. Dans ce cas autre, les deux tuyères étaient chacune reliées à un soufflet différent et fonctionnaient en synchronie. Par la suite, l'air transporté est directement pompé sur le métal, donc contrairement aux techniques modernes de fonderie, où l'air vient d'en dessous ou du moins du côté pour chauffer le charbon et donc chauffer le creuset, ici l'air vient directement d'en haut et chauffe le tas de charbon placé au-dessus plutôt qu'en dessous du creuset. À l'intérieur du creuset se trouve le matériau qui doit être fondu, donc le métal, qui n'est plus un métal brut, mais a déjà été raffiné et produit sous forme de panneaux ou de toute façon de lingots, puis à casser et placer aux proportions appropriées pour obtenir par exemple du bronze. Le bronze est composé d'environ 90% de cuivre et environ 10% d'étain, et en variant ces deux proportions, on obtient un métal plus dur ou plus malléable. Ensuite, lorsque le creuset est prêt parce que le métal à l'intérieur est fondu et, comme on dit dans le jargon, il est réfléchi, vous voyez cette surface métallique réfléchissante, il est temps de la couler. Ensuite, le creuset est maintenu à travers le système conçu pour être pincé, par exemple avec de simples pinces en bois, généralement humides, d'abord pour éviter qu'ils ne prennent feu. Oui, comme dans ce cas, par exemple, le creuset est le creuset, et oui, le lancement est terminé. C'est ainsi que le métal est coulé sur le moule. Par exemple, prenons le cas d'un moule de bivalve, par exemple en ce qui concerne cette forme pour produire des pointes de flèches. Dans un moule bivalve, l'autre moitié sert à refermer la forme. Le métal liquide est versé par le dessus, tout est attaché, évidemment d'abord il est chauffé près du feu, puis après la coulée, la forme est rouverte, qui peut être en céramique, elle peut être faite de pierre de différentes manières, avec différents matériaux, et l'objet est obtenu, ce qui, bien sûr, n'est pas encore fini. Il y a quelques meules de coulée, il y a toujours le cône de coulée, quelque chose de similaire, et il faut encore le raffiner pour prendre la forme définitive et définitive recherchée, comme dans ce cas une hache.
non seulement des objets à simple ou double face étaient produits, donc avec une seule face dans le cas des moules à valve unique ou double face dans le cas des moules à bivalve, mais aussi des objets plus particuliers étaient obtenus avec une technique différente comme la technique de la cire perte. Les bronzes nuragiques, bien conjugiques, par exemple, sont réalisés avec cette technique. La technique consiste à fabriquer une figurine en cire. La figurine est modélisée avec les éléments souhaités obtenir à l'extrémité. Elle est retournée à l'envers, puis ici, le moulage sera effectué, comme dans ce cas où les pieds de la statue servent d'entonnoir d'entrée pour le métal. Le métal monte jusqu'à la tête puis remonte grâce aussi aux différents canaux qui relient les différentes parties, puis à la fin, vous obtiendrez un objet qui contient aussi les mêmes canaux, les mêmes parties, qui seront ensuite découpées, par exemple avec une pierre tranchante ou un burin. Prenons l'affaire d'un ciseau en bronze encore plus dur, obtenant ainsi la statuette finie, qui est ensuite polie et pratiquement prête à être exposée dans des sanctuaires aquatiques tels que des puits sacrés, des sources sacrées et des mégaras. C'est un autre exemple de figurine qui peut être obtenue avec la méthode de la cire perte, toujours réalisée selon la méthodologie habituelle. Et, comme celui-ci, il y a plusieurs autres exemples. Et voici la version en métal oxydé. Quand on pense au bronze, on pense immédiatement à ce type de couleur qui est donné par l'oxydation du cuivre métallique qui le compose à environ 90%. Le métal, au moment de sa production, donc il est coulé relativement récemment et n'a pas encore oxydé, il a cette couleur assez brillante, presque dorée. Cela varie en fonction du pourcentage d'étain qu'il contient. Environ 10% obtient une couleur plus argentée. Plus cette proportion diminue, plus on tend vers une couleur plus proche de celle du cuivre. Cette partie est consacrée à l'évolution des soufflets à l'époque historique. Plus on s'éloigne de l'âge du bronze et qu'on entre dans l'âge du fer, les soufflets, puisqu'ils avaient cette forme presque cylindrique, ou en tout cas cela variait peu sauf celui du sac, plus on s'approche aussi d'une forme historiquement connue, celle des soufflets classiques à soufflet, déjà observable dans certaines iconographies de l'époque classique, et puis, documenté à l'époque romaine ou en tout cas au Moyen Âge,